J'imagine que si je vous dis Rafael Nadal, dans votre tête, vous allez tout de suite penser à sa domination à Roland et d'une manière générale à sa domination sur terre battue. Et ce n'est pas pour rien s'il domine autant sur cette surface, puisqu'il y possède de très nombreuses qualités. Il est l'un des joueurs les plus endurants de l'histoire. Il utilise à merveille les spécificités de la terre battue grâce à sa capacité hors du commun à mettre du lift tout en frappant très fort. Il gère très bien les longs échanges interminables. Et enfin, il fait l'unanimité de la part des autres joueurs sur le circuit, qui le proclament souvent comme le plus grand combattant que l'histoire du tennis ait jamais connu. The toughest player you've ever faced in your career. Nadal. Rafael Nadal. Rafael Nadal on clay. Ah oui, parce que pour espérer battre Nadal, il faut être dans la forme de sa vie et jouer les lignes pour ne surtout pas s'engager dans de longs échanges. La preuve, les joueurs qui ont réussi à le battre ou même à le gêner à Roland ont souvent été des joueurs qui attaquaient très fort et qui ont pris tous les risques pour tenter de gagner contre lui. En fait, il suffit de regarder ses résultats sur terre battue pour se rendre compte que cette surface, c'est la sienne. 12 Roland Garros remportés en 12 finales, 93 victoires pour seulement 2 défaites à Roland Garros, 59 titres sur terre battue et une domination totale contre ses deux rivaux de toujours. Bref, vous l'aurez compris, c'est indiscutable. Grâce à ses qualités d'endurance, de défense, de lift et avec sa combativité hors norme, Nadal peut être considéré aujourd'hui comme le meilleur joueur que la terre battue ait jamais connu. Ouais, excuse-moi, je sais que je risque de casser un peu l'ambiance, mais est-ce que je peux faire une petite remarque? Ouais, en fait, tout ce que tu viens de nous dire, c'est très bien, mais ça passe complètement à côté de quelque chose que j'ai découvert récemment. En fait, si Nadal est si fort sur terre battue, ce n'est pas tellement pour tout ce que tu viens de dire, mais justement pour tout le contraire. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire au juste? Tu es en train de nous dire que si Nadal est devenu champion qu'il est aujourd'hui, c'est pas parce qu'il est endurant, qu'il défend bien et qu'il livre beaucoup? Enfin, je te rappelle quand même qu'on a fait une vidéo là-dessus en mai dernier qui dit exactement ça. Tu l'aurais pas oublié par hasard? Ah non, 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 je l'ai pas oublié, t'inquiète pas. Tout ce qu'on dit dans cette vidéo, c'est vrai. Mais en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça et dont personne ne parle, qui explique que Nadal est devenu le champion qu'il est sur terre battue. Et tu vas voir, tu vas vite comprendre de quoi il s'agit. Bon, vu comment tu nous as vendu du rêve dans l'intro, t'as intérêt d'envoyer du lourd là. Parce que tu te rends vraiment pas compte à quoi tu t'attaques. Oh, t'inquiète pas, voici ce que j'ai trouvé. À l'Open d'Australie, en 2016, le statisticien australien Craig O'Shaughnessy a tenu une conférence dans laquelle il a présenté ses travaux d'analyse statistique de l'édition précédente de 2015. Alors excuse-moi, moi aussi je te coupe. Ça avait l'air intéressant ce que tu nous disais, mais franchement, pourquoi est-ce que tu nous parles de l'Open d'Australie? Chaque fois qu'on parle de Roland Garros, il faut que tu nous parles de ce tournoi. Je vois vraiment pas le rapport. Est-ce que tu ferais pas plutôt une fixette sur ce tournoi parce qu'on y a été en début d'année dernière? Ça pourrait, mais non, je te rassure, pas du tout. Et tu vas voir, tout ce que je dis va prendre son sens tout de suite. Lors de cette conférence, il faut noter que beaucoup d'entraîneurs de joueurs disputant le tournoi étaient présents. Je fais cette précision parce que Craig O'Shaughnessy va profiter de leur présence et va tester leur expertise en leur posant une petite question. Et cette question, la voici. À l'Open d'Australie 2015, quel a été le nombre de coups le plus souvent joué dans les échanges? Parce que vous savez, quand vous jouez au tennis, parfois vous faites de longs échanges de plus de 10 coups, parfois des échanges moins longs qui se terminent en moins de 5 coups, et même parfois des échanges très courts qui se terminent en à peine 1 ou 2 coups. Donc selon vous, quel nombre de coups est revenu le plus souvent lors de l'Open d'Australie en 2015? Est-ce que c'était 5, 10, 2, 8? Bon, vu que les pros ont un très bon service, je dirais que les échanges ont été plutôt courts. Donc je dirais 4. Oh, bien joué! T'as répondu la même chose que la plupart des entraîneurs. Ah bah voilà, je savais que j'étais fait pour ce métier. Bon et du coup, t'en as d'autres des questions nulles comme ça? Parce que là, ça nous avance pas à grand chose ton truc. Ouais, alors en fait, le truc, c'est que les entraîneurs ont eu tout faux. Regarde un peu ce graphique. Dans près de 30% des cas, l'échange s'est terminé après un seul coup. C'est-à-dire soit après un ace, soit après un service, puis une faute du retourneur. Plutôt étonnant, non? Parce que si on regarde les échanges qui se sont terminés en 4 coups, comme ce que tu as répondu et ce qu'ont répondu la plupart des entraîneurs, on voit que ça représente en fait seulement 8,6% des points disputés. Et donc il y a une énorme différence de 21%
avec les échanges qui se sont terminés en un seul coup. Sérieux? Mais comment c'est possible que les entraîneurs soient autant à côté de la plaque? C'est pas leur métier d'analyser les matchs? Eh bien si pourtant. Je t'avoue que moi aussi j'ai été étonné quand j'ai vu ça. Mais en fait, ça se comprend car c'est exactement à ça que servait cette question. Craig O'Shaughnessy voulait montrer que les longs échanges étaient beaucoup trop surestimés par rapport aux courts échanges, et ce, même au plus haut niveau. Car si on prend le graphique de tout à l'heure et qu'on regarde un peu plus globalement, on voit que 70% des points se terminent en 4 coups ou moins, et donc que seulement 30% des échanges se terminent en 5 coups ou plus. Ah, ok. Donc en fait, c'est pour ça que parfois le tennis paraît si chiant à regarder à la télé. C'est parce que la plupart des échanges sont très courts. Si chiant, si chiant. Est-ce que tu penses que tu dirais ça si t'étais abonné à Tennis TV? Non, bon, sinon, sans faire de la pub, c'est vrai que c'est un argument qui peut aider à expliquer que parfois, les matchs de tennis paraissent si longs et qu'on a l'impression qu'il se passe pas grand chose dedans. Mais sans forcément parler de ça, ce qui est vraiment important là-dedans, c'est qu'en tombant sur cette conférence, je me suis rendu compte que ce fameux Craig O'Shaughnessy avait opéré une petite révolution dans le tennis. En analysant le tennis à partir du simple paramètre de la durée de l'échange, il a essayé de changer les mentalités pour que les joueurs professionnels bousculent leurs habitudes d'entraînement. En partant du principe que les échanges sont plus souvent courts que longs, il préconise de travailler davantage sur le service, sur le retour et sur le deuxième coup de raquette, plutôt que sur les longs échanges, comme ils en ont souvent l'habitude. Et honnêtement, il faut dire que son analyse devait être plutôt pertinente, parce que depuis, grâce à ses travaux, il a notamment travaillé comme statisticien dans l'équipe de Djokovic de 2018 à 2019. C'est-à-dire, si vous vous souvenez, pendant la période où Djokovic est revenu sur le devant de la scène après avoir fait une très mauvaise saison 2017. Même si je fais pas explicitement le lien entre les deux, faut quand même bien avouer que leur collaboration a l'air d'avoir bien fonctionné. Ok. C'est vrai que là tu marques un bon point. C'est intéressant tout ça. Mais j'avoue qu'il y a quand même un truc que je comprends pas trop dans ton raisonnement. Depuis le début, tu nous parles de l'Open d'Australie, qui est un tournoi où la surface est plutôt rapide. Donc je peux tout à fait comprendre que les échanges soient plutôt courts. Mais sur terre battue, ça doit forcément être différent, non? Genre Nadal par exemple, ça n'a rien à voir. On voit bien qu'il gagne ses matchs parce qu'il est injouable dans les longs échanges, non? Eh bien là aussi, je crois que tu risques d'être déçu. Si vous avez déjà joué sur terre battue, ou même regardé un match de tennis en vrai à Roland-Garros, vous avez sans doute remarqué que la terre battue n'était pas une surface comme les autres. C'est une surface qui est plus lente que les autres, où on a plus de temps pour jouer que d'habitude, où les rebonds sont plus hauts, où on peut faire des glissades pour mieux défendre. Bref, c'est pour ça que les meilleurs joueurs sur terre battue sont souvent des joueurs qui sont très réguliers, qui livrent beaucoup, qui sont très endurants, qui défendent bien, et qui sont même prêts à en découdre lors de matchs marathon. D'ailleurs, il suffit de regarder le profil des joueurs considérés comme excellents sur terre battue dans les 20 dernières années pour se rendre compte qu'ils collent souvent très bien à cette description. On y retrouve notamment Nadal, Djokovic, Thiem, Federer, Kuerten, Coria. Bon, la liste serait longue, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est pour ça qu'on entend souvent dire que pour être un bon joueur de terre battue, il faut absolument être bon dans les longs échanges, régulier, bien défendre, être patient et savoir attaquer au bon moment, et même être prêt à souffrir sur le court à cause de la répétition des longs échanges. En gros, tout le contraire des surfaces rapides comme le gazon ou certains types de durs, où il faut être explosif, savoir rapidement finir l'échange, monter à la volée le plus possible et reposer un maximum sur ses réflexes. Et c'est vrai que quand on regarde le meilleur joueur de l'histoire sur terre battue, Rafael Nadal, on se rend compte qu'il remplit quand même très bien toutes les conditions nécessaires pour être un excellent joueur de terre battue, bien plus que pour le gazon. Mais bon, je pense que je vous apprends pas grand chose en vous disant ça. Là où je vais en venir, c'est que notre bon vieux Craig O'Shaughnessy, toujours lui, va nous montrer que tout ça en fait, c'est un mythe. Pour gagner un match sur terre battue, il ne faut pas nécessairement avoir toutes ces qualités, ce qu'il faut, c'est comme sur toutes les autres surfaces, être excellent lors des 4 premiers coups de raquette. Alors je sais que dit comme ça peut paraître un peu fou, mais vous allez voir, les statistiques ne mentent pas. Craig montre que sur les éditions 2016, 2017 et 2018 de Roland-Garros, 68,6% des points se sont terminés en 4 coups ou moins, et seulement 20,7% entre 5 et 8 coups, et 10,7% en plus de 9 coups. Vous voyez que si on compare avec l'Open d'Australie 2015 de tout à l'heure, c'est pas tellement différent. Pire encore, si on compare ces éditions de Roland-Garros avec les éditions des mêmes années de l'US Open, on se rend carrément compte que les échanges ont même été plus courts à Roland-Garros. Attends. Tu veux dire qu'en 2016, 2017 et 2018,
Les échanges ont été plus courts à Roland qu'à l'US Open. Exactement. C'est assez fou. Bon, même si pour être tout à fait honnête, je vais me permettre de relativiser un peu cette statistique en faisant un petit aparté. Je pense que cette statistique est aussi due en partie aux surfaces dures qui deviennent de plus en plus lentes depuis maintenant une quinzaine d'années, et donc aux surfaces qui tendent à s'uniformiser en général. D'ailleurs, je sais pas trop ce que vous en pensez, vous, et n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, mais personnellement, je trouve ça quand même vraiment dommage, parce que mine de rien, c'est en train de supprimer à petit feu tous les styles de jeu offensifs. Aujourd'hui, quand on regarde un peu les joueurs qui arrivent sur le circuit, on se rend compte qu'ils ont tous plus ou moins le même style de jeu, c'est-à-dire qu'ils se basent principalement sur des frappes puissantes en fond de cours. Maintenant qu'on regarde un match sur gazon, sur dur ou sur terre battue, les schémas tactiques sont tous plus ou moins les mêmes, ce qui, je trouve, est quand même un peu dommage. Mais bon, tout ça, c'est un autre sujet. Ouais, c'est vrai. Même si personnellement j'ai toujours préféré les longs échanges, j'avoue que ça fait quand même perdre quelque chose au tennis. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous préférez les matchs avec des échanges longs ou les matchs avec des échanges courts. Ou peut-être même un mix des deux. Bref, refermons cette parenthèse et revenons-en à notre durée des échanges. En fait, ce qui est vraiment bluffant là-dedans, c'est quand on se rend compte que le joueur qui est meilleur que son adversaire dans les courts échanges est quasiment assuré de remporter le match. Lors de l'édition 2016 de Roland-Garros, par exemple, les joueurs qui ont été meilleurs que leurs adversaires dans les échanges de 4 coups ou moins ont gagné le match dans 95% des cas. 95%, rendez-vous compte, vous êtes quasiment assuré de remporter le match si vous êtes meilleur que votre adversaire dans la filière courte. C'est plus que dans tous les autres tournois du Grand Chelem de la même année. Et si on regarde les échanges plus longs, là ça représente seulement 68% de victoires pour les échanges entre 5 et 8 coups, et 59% pour les échanges de plus de 9 coups. Donc en gros, pour faire simple, si vous gagnez les longs échanges, vous êtes loin d'être sûr de gagner le match, alors que si vous gagnez les échanges plus courts, vous en êtes quasiment assuré. Mais attends, en plus, c'était pas Djokovic contre Murray, la finale de Roland en 2016? Si, c'est ça le pire. On peut pas franchement dire que ce soit deux joueurs qui soient réputés pour baser leur jeu sur les premiers coups de raquette. Mais pourtant, c'est bel et bien la vérité. Même sur une surface comme la terre battue, où on entend tout le temps qu'il faut gagner les longs échanges, être meilleur dans les échanges plus courts est en fait bien plus important. Ok. J'avoue, c'est très étonnant effectivement, mais Nadal dans tout ça, c'est pas le roi des longs échanges. On entend souvent dire que s'engager dans de longs échanges interminables contre lui, c'est perdu d'avance. Enfin en tout cas, c'est ce qu'ils disent tout le temps sur France TV. Alors là, tu soulèves une très bonne question qui va me permettre de faire une petite devinette. Selon vous, Nadal est-il meilleur dans les échanges de plus de 9 coups ou dans les échanges de moins de 9 coups? Vu ce qu'on entend tout le temps, je dirais plus de 9 coups. Mais bon, vu tout ce que tu nous racontes depuis le début de cette vidéo, j'imagine déjà la suite. Eh oui, Craig O'Shaughnessy nous montre que si on prend tous les matchs de Nadal de 2017 et 2018 lors des 3 Masters 1000 qui se sont joués sur terre battue, c'est-à-dire lors des tournois de Monte-Carlo, Madrid et Rome, ce qui représente au total quand même 23 matchs, eh bien on voit que Nadal gagne 58% des échanges de plus de 9 coups, ce qui c'est vrai est déjà un très bon pourcentage, donc Nadal est bel et bien fort dans les longs échanges. Mais si on regarde les échanges de moins de 9 coups, eh ben on se rend compte qu'il est encore meilleur, avec 60% de points gagnés. Donc finalement, si je voulais être un peu provocateur, je pourrais même vous dire que si vous jouez contre Nadal sur terre battue, eh ben statistiquement, vous avez plutôt intérêt à vous engager dans de longs échanges contre lui si vous voulez gagner. Attends, ça voudrait donc dire qu'il se trompe sur France 2? Ah bah ouais, non, t'as raison, c'est pas possible. C'est que des experts pourtant sur France 2. Ce qui explique ce résultat pour le moins contre-intuitif, c'est qu'au fil des années, Nadal est devenu de plus en plus agressif. Là où il pouvait être passif par moment en 2005 et avoir un jeu stéréotypé de joueur de terre battue, il est maintenant très polyvalent et sait terminer les points rapidement. Exact, et on en parle d'ailleurs plus précisément dans notre vidéo sur Nadal. Donc voilà, si on devait résumer tout ce qu'on vient de voir avec ces statistiques, parce que je sais que ça peut paraître un peu indigeste, eh bien on pourrait dire que la vraie raison qui explique que Nadal soit si fort sur terre battue, ce n'est pas tant parce qu'il gagne les longs échanges, parce qu'il est endurant ou parce qu'il est le guerrier qu'on connaît tous, mais surtout parce qu'il est meilleur que ses adversaires lors des 4 premiers coups de raquette. Alors, toi qui étais dubitatif au début, c'était quand même pas mal comme découverte finalement, non? Ouais, c'est vrai, j'avoue, ok. Alors attention, on sait que c'est facile de nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. Donc pour conclure, on aimerait remettre les choses au clair.
On ne vous dit pas que Nadal n'est pas endurant, bon dans les longs échanges, ou même un combattant phénoménal, car c'est évidemment le cas, et c'est même grâce à ces qualités-là qu'il a bâti sa renommée. Seulement, ce que Craig O'Shaughnessy pointe du doigt, c'est que si on regarde ce qui fait proportionnellement davantage gagner Nadal sur terre battue, comme sur toute autre surface d'ailleurs, eh bien on se rend compte qu'il a plutôt intérêt à être meilleur dans la filière courte que dans la filière longue. Tout simplement. Donc la morale de l'histoire, c'est que vous aussi, essayez de changer vos habitudes d'entraînement. Craig relève que les joueurs de tennis consacrent généralement 90% de leur entraînement aux échanges de plus de 9 coups. Alors que comme on vient de le voir, vous voyez bien que ce n'est pas tellement en gagnant ces échanges-là que vous gagnerez vos matchs. Ouais, d'ailleurs ne vous inquiétez pas, parce que nous aussi quand on s'entraîne avec Grégoire, on a tendance à avoir cette mauvaise habitude. Exact, c'est quelque chose qu'on a tous tendance à faire, et qui d'ailleurs, je vous rassure, n'est pas un mal pour autant. C'est important que vous continuiez à faire de longs échanges pour gagner en régularité, et donc pour éviter de faire des fautes rapidement en match. Et il faut bien l'avouer, c'est quand même aussi bien plus amusant de faire de longs échanges que de courts échanges. Et qui serait assez bête pour vous dire d'arrêter de vous amuser. Donc voilà, en gros, nous ce qu'on voulait vous dire de faire, c'est d'essayer de réserver une part un peu plus importante de vos entraînements à la filière courte. Essayez de vous entraîner un peu plus au service que d'habitude, au retour et à votre deuxième coup de raquette. Ce sont des coups qui sont très importants. Et d'ailleurs, ça tombe bien, parce que si vous voulez progresser au service, avec Grégoire, on a fait une série de vidéos gratuites où on vous apprend à servir plus fort sans vous déboîter l'épaule. Vous retrouverez le lien dans la description en dessous. Et comme d'habitude, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ça nous encourage vraiment à toujours faire mieux et c'est top pour le référencement YouTube. Allez, bon tennis et à bientôt!